Exposé très intéressant, qui ne remonte pas forcément le moral. On se rend compte que... Dans l'exposé, il y a toujours les facteurs négatifs, mais après, je termine par le positif, et je dis que les personnes peuvent agir elles-mêmes, et il y a des solutions, et que les solutions, on les a mis au point au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que quand on est médecin, on voit souvent des gens malades. Et j'ai souvent été appelé effectivement pour des gens qui se plaignaient, qui avaient des tas de problèmes. Donc j'ai essayé de résoudre leurs problèmes. Mais après, je me suis dit quand même, on peut faire de la prévention. Et c'était ma dernière diapositive pour montrer qu'il est possible de faire de la prévention. Merci beaucoup. Là, le micro ne marche plus. Bon. Mais je peux poser la question suffisamment fort. À une époque, dans les années 70-80, au contraire, on demandait de saturer en humidité. Et maintenant, on aurait trop de moisissures. Alors, c'est curieux, non? Exactement. Vous savez, on peut se tromper. On a le droit de se tromper et de montrer qu'effectivement, on disait d'ailleurs aux mamans, pour leur bébé, il faut avoir un air humidifié pour que l'enfant... Voilà. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il ne faut pas un air trop humide, parce que cet air trop humide, s'il n'est pas évacué, en plus, il va se déposer et il va entraîner des problèmes de développement de moisissure. Et donc, on le constate très régulièrement. Et ce problème de moisissure que j'ai évoqué nous montre qu'il faut être très attentif à ces problèmes d'humidité. L'humidité de parois, des matériaux, mais également l'humidité ambiante produite par les personnes, et il faut limiter les productions d'humidité. Mais à l'époque, enfin, moi qui suis vieux comme beaucoup, c'est moi qui distribue la parole. Denis, vas-y. À l'époque, on chauffait de façon excessive les appartements, de 24 à 28 degrés, et que ceci générait un air très sec, et qu'il fallait des humidificateurs. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Autre question, Jean-Pierre. Oui, nous on a parlé de logement là, depuis 2 jours, et la vraie question que vous avez bien senti au cours des exposés, c'est quel bon équilibre entre économie d'énergie et énergie propre. C'est là qu'est la difficulté. Donc quelle est votre réaction au BBC tel qu'il est aujourd'hui, et qu'est-ce que vous feriez comme évolution dans la réglementation technique pour aller dans le bon sens? Eh bien, en fait, j'avais pas forcément tout compris. C'est-à-dire que, et je pense que mes collègues, et honnêtement, je pars avec un message. J'ai lu vos documents ces derniers jours, je vous ai écouté. En fait, et j'ai entendu aussi ce qui s'est dit hier pour la RT 2012. En fait, on avait le sentiment que économie d'énergie, c'était le point central, et qu'il fallait diminuer fortement la perméabilité à l'air des bâtiments pour conserver l'énergie. Mais je me suis posé la question, et c'est un peu l'effet balance, si de notre côté, on pourrait, et je crois que l'avoir entendu hier, on pourrait réduire, enfin être moins, je vais reprendre, dans la perméabilité à l'air, peut-être être moins contraignant, et peut-être aller aussi vers le climat et vers l'effet de serre. Et il m'a semblé, avec la RT 2012, qu'on avait oublié ce phénomène et qu'on parlait plus d'économie d'énergie. Et donc, comme on a parlé beaucoup d'économie d'énergie et qu'il fallait réduire fortement la perméabilité de l'air avec la RT 2012, voilà les conséquences qu'on obtient sur la santé des occupants. Et c'est ce que je voulais montrer. Et donc, je me suis posé la question, si on ne devait pas être un peu moins exigeant sur la perméabilité à l'air et plutôt avoir des actions sur l'énergie. Et parce que c'est peut-être ça qui va nous sauver plus que les économies d'énergie. Voilà. Et je pense que ce message, il faut le faire passer, vous m'avez convaincu, parce que je pense qu'autour de moi, et je suis au Conseil de santé publique et je travaille actuellement sur les problèmes d'habitat. Et effectivement, la notion de perméabilité à l'air, c'est quelque chose qui était un point central. Et en plus, la RT 2012, elle est très contraignante, très exigeante. Voilà. Et j'ai entendu vos collègues hier. Je me suis même demandé, j'ai posé une question à la personne d'EDF. Je lui ai dit, mais quand on a fait la RT 2012, est-ce que finalement, on n'a pas perdu du temps pour changer les aspects de l'énergie? Parce que là, on va avoir une réglementation environnementale
Mais il me semble que ces dernières années, on aurait pu être beaucoup plus efficace. Et peut-être on a perdu quelques années parce qu'on a mis l'accent sur uniquement les économies d'énergie et qu'on n'a pas pensé à l'énergie elle-même. Il fallait décarboner pour avoir cet effet sur les gaz à effet de serre. Il m'a semblé que c'est un message à faire passer un peu différent auprès de mes collègues qui ne pensent que performance énergétique. Merci beaucoup en tout cas. Insister sur un point. Aujourd'hui, dans les normes RT 2012, il y a un élément central du contrôle d'un bâtiment une fois qu'il a été construit, qui est l'étanchéité. Or, ce n'est pas un besoin environnemental, c'est parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé d'essayer de faire un contrôle. Donc on en est peut-être à faire un contrôle qui est néfaste à la finalité. Oui, et vous avez vu aussi que moi j'ai développé des protocoles pour mesurer la qualité de l'air, pour justement m'assurer qu'à la fin du chantier, on n'ait pas une mauvaise qualité de l'air pour les futurs occupants qui vont rentrer. Donc je pense qu'on va moduler, en fait, il faudrait moduler, parce qu'on a été trop économie d'énergie probablement et performance énergétique des bâtiments, comme si c'était la solution, la seule solution. Et j'ai noté qu'il y avait aussi d'autres solutions. J'ai bien lu vos documents. Et peut-être c'est un message à faire passer maintenant par rapport au choix de l'énergie. En tout cas, les discussions que j'ai eues avec vous ces derniers jours, je vous en remercie, m'ont ouvert parfois les yeux et vont me permettre justement d'en parler de manière peut-être plus efficace. Merci. La parole est à monsieur le président d'honneur. Oui, vous avez fort judicieusement évoqué le problème du bruit. Il semblerait que, effectivement, c'est très dommageable pour la santé, mais c'est quelque chose qui devrait pouvoir être facilement, sinon circonscrit, du moins fortement réduit. Quand vous prenez les bruits qui sont générés par les services publics, les pompiers, les ambulanciers, la police, si vous y rajoutez le bruit des deux roues, si on maîtrisait ces facteurs, ce qui ne doit pas être très compliqué, je pense qu'on pourrait atténuer très fortement le bruit. Ce qui est assez étonnant aussi à Paris, c'est qu'on continue à mettre des petits pavés plutôt que de mettre du goudron sur les chaussées. Comment expliquez-vous que rien ne se fasse? J'ai discuté il y a quelques jours, à côté du problème du plomb de Notre-Dame, l'adjointe à la santé de la mairie de Paris va introduire cette table ronde que je fais lundi sur le bruit. Et elle m'a dit qu'il allait mettre un plan d'action contre le bruit à Paris. En fait, ce qui s'est passé à Paris, peut-être aussi ailleurs, c'est qu'on a réduit la place de la voiture, et donc beaucoup de gens ont acheté des motos. Et ces motos, moi qui me promène dans Paris, je vous assure, c'est insupportable. Insupportable dans la journée, mais dans la nuit aussi. Et donc je pense qu'il y aurait une action quand même à mener là-dessus. Voilà. Alors, ensuite, il y a le bruit dans le bâtiment, le bruit du voisinage. Je n'ai pas le temps de vous raconter plein d'histoires de voisinage de bruit, mais ça rend fou les gens. Le bruit de voisinage, des gens qui portent plainte contre leurs voisins à cause du bruit. Et je fais venir dans cette table ronde un acousticien pour qu'il nous explique comment on peut, dans le bâtiment, améliorer la situation par rapport au bruit extérieur, mais aussi au bruit intérieur. J'ai entendu hier des matériaux pour le confort acoustique. Donc je pense qu'on a des solutions pour limiter l'impact du bruit. Parce que, alors je ne parle pas des avions, enfin je ne parle pas de tout le reste, hein, des bruits aériens et autres. Je crois honnêtement que c'est un vrai problème, et d'autant plus que les études montrent qu'en matière de santé, ça se cumule entre la pollution atmosphérique et le bruit. Les deux associés, parce qu'ils donnent les mêmes types de maladies, aggravent la situation. Donc je pense qu'il faut vraiment agir sur les deux niveaux, la pollution atmosphérique et le bruit. On prend encore deux questions. Oui, par rapport au renouvellement d'air, je vais peut-être me faire l'avocat du diable. Donc, à ma connaissance, dans l'esprit de la réglementation, pas seulement la RT 2012, mais bien avant, jusque la RT 2000 et autres, le but en matière de renouvellement d'air, c'était de limiter le renouvellement d'air incontrôlé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la perméabilité à l'air du bâtiment. Donc celui-là, voilà, parasite ou autre, incontrôlé, quoi. Donc celui-là, il y a eu une très... Pourquoi? Parce que c'est un renouvellement d'air important et par définition qu'on ne maîtrise pas. Donc tout l'esprit du réglementaire, c'est de dire
on essaie de supprimer au maximum ce renouvellement d'air incontrôlé, mais en contrepartie, il y a un renouvellement d'air contrôlé, celui-là, c'est-à-dire la ventilation mécanique contrôlée, par définition. Il faut qu'il soit contrôlé. Voilà, il faut qu'il soit contrôlé et avec justement des bouches d'aération hydro-réglables qui marchent comme elles peuvent, ça c'est un autre problème. Voilà, ça c'était l'esprit de la réglementation. Maintenant, je vous rejoins tout à fait. C'est que le renouvellement d'air, d'abord, le réglementaire, il n'y a pas grand-chose. Hier, la collègue là, a dit qu'il n'y avait rien de fait depuis 1983 quant au taux minimum. Et les taux minimums acceptables qu'on peut voir dans la pratique publique, c'est 0,5 volumeur. Or, 0,5 volumeur de renouvellement d'air contrôlé, celui-là, supposant que l'autre il soit à 0, vous faites le calcul, 0,34 Wh par le taux de renouvellement d'air par le nombre de degrés jour, et bien vous arrivez à 25 kWh par mètre carré et par an, c'est-à-dire la moitié du quota. Donc, sauf à faire des usines à gaz et autres, donc des doubles flux et autres, eh bien, vous êtes déjà à une limite. Et c'est pour ça, justement, que, à mon avis, le réglementaire demande beaucoup trop. C'était tout l'esprit du débat d'hier. En fait, ces débits d'air réglementaires datent des années 80, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses dans le bâtiment. On a introduit beaucoup de sources de pollution. Et aujourd'hui, on a tendance à revenir un peu en arrière et à limiter les sources de pollution. Parce que si on laisse aller les sources de pollution et beaucoup de polluants, les débits réglementaires ne seront plus efficaces en matière sanitaire. Donc il faut revenir. Et vous avez vu dans ma dernière diapo, je parle d'accompagnement des personnes, de sensibilisation. Il faut limiter les sources de pollution à l'intérieur. En ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur tous les parfums d'intérieur, les bâtons d'encens qui provoquent des pollutions et expliquer aux gens qu'il faut utiliser beaucoup moins ce type de produits. Mais je m'intéresse en ce moment aussi aux produits ménagers, les produits chimiques qu'on utilise, qui sont également des sources de pollution. Et donc, effectivement, si on introduit beaucoup trop de sources de pollution, alors il faudra aérer plus souvent, évidemment, pour renouveler l'air, mais les débits ne seront plus suffisants. Et donc, si on veut maintenir, eh bien, il faut limiter les sources de pollution à l'intérieur, d'où l'importance d'accompagner, de sensibiliser les personnes à la maîtrise des sources de pollution, qui est pour moi la première action à faire en matière de qualité d'air intérieur. On prend une dernière question. Oui, je voudrais connaître finalement votre vue sur les chiffres produits par l'épidémiologie sur ces affaires-là, sachant qu'un certain nombre d'entre nous viennent de la sphère nucléaire, dans laquelle l'évaluation des conséquences d'une exposition radiologique est souvent évaluée avec une approche linéaire sans seuil. Et alors, pour ce qui est de la pollution de l'air, il y a un chiffre qui a l'air d'être unanimement adopté, qui est 48 000 morts par an. Est-ce que c'est plutôt 48 100 ou 47 900? C'est ça que j'aurais à savoir. En fait, c'est une estimation. Quand on dit 48 000 morts par an, ce n'est pas des personnes en bonne santé qui brutalement meurent. Ce sont des personnes qui ont déjà des problèmes de santé et dont la pollution aggrave leur état de santé et entraîne des décès prématurés. Et je trouve qu'on devrait parler de décès prématurés, c'est-à-dire des personnes qui vont décéder beaucoup plus tôt qu'elles l'auraient dû parce qu'elles ont été soumises à la pollution atmosphérique. En fait, en matière de pollution, il n'y a pas de seuil. Pareil pour le plomb. Dès que le niveau augmente, on commence à avoir des impacts sur la santé pour les personnes les plus fragiles. Alors on se donne des seuils, et c'est les valeurs sanitaires proposées par l'ANSES, les valeurs de gestion proposées par le Conseil de santé publique pour les différents polluants, notamment intérieurs, pour se dire on protège le maximum de la population. Mais ces seuils-là ne vont pas protéger les personnes qui ont des gros problèmes respiratoires à la maison ou qui sont très fragiles. Donc ces seuils, c'est pour protéger la population générale, ce n'est pas pour protéger ces personnes les plus sensibles qui devraient avoir le moins de pollution possible. Je m'arrête là pour continuer la discussion. Merci beaucoup, docteur.